19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, toute l'actualité foot. Christian Palka, Maxime Lictefoot. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et le Facebook de France Bleu Nord aussi, bien entendu, pour suivre Tribune Nord, l'émission où l'on revisite l'actualité footballistique du week-end. Tribune Nord, une émission co-animée par votre serviteur et Maxime Lictefoot de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Pour nous accompagner ce soir autour de la table, comme chaque semaine, Jean-Marc Devray, France 3. Bonsoir. Benoît de Covovillé, Médiacité et France Bleu Nord. Bonsoir messieurs. Il revient après une semaine d'absence. Tony Giaquinto, ancien joueur et directeur sportif du LOSC. Bonsoir à vous. Et nous accueillons ce soir un invité, Xavier Tuilot, ancien directeur général du LOSC dans les années 2000, de 2000 à 2009. Et ancien directeur général adjoint du RC Lens entre 2013 et 2015. Bonsoir. Le plateau est présenté. De quoi va-t-on parler, Christian, ce soir ? Alors au menu de ce soir, en période de trêve internationale, on va parler de la nouvelle économie du football avec comme question de fond quelle incidence ont les droits de télévision et la détection, la formation et la vente de joueurs sur la gestion des clubs. Quels sont aujourd'hui, dans cette nouvelle gestion des clubs de football, les rapports qu'il y a entre les directions de clubs et les groupes de supporters. Et le troisième sujet, ce sera, on va faire un point régional sur le 7e tour de la Coupe de France. On se rappelle qu'on avait parié le nombre de clubs qui restent. Il en reste 7, on va en parler. Voilà. Vous pouvez nous suivre, vous nous suivez en Facebook Live, sur les pages Facebook de France Bleu Nord et de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous regarder. Continuez à nous laisser vos messages, vos remarques, vos questions, vos commentaires. Elles nous permettront d'alimenter les débats à l'antenne. Mais avant cela, c'est l'heure des cartons. Tribune Nord, les cartons. Les cartons, on commence à connaître le principe comme chaque semaine. Ça ne change pas, un bleu pour un coup de cœur de la semaine, un rouge pour un coup de gueule. N'hésitez pas en commentaire sur Facebook à nous laisser pourquoi pas votre carton. Et ici on va commencer le tour de table avec votre carton, Christian. Voilà, moi mais j'avais pas, aujourd'hui j'en voulais à personne. Et je vois pas qui je peux embrasser non plus, qui a fait des choses vraiment qui m'ont épaté, vraiment intéressantes. Alors je vais donner un carton bleu à tous nos auditeurs qui sont dans les voitures, dans les bouchons, avec les arrêts des... Comment on appelle ? Les gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Voilà. Alors ils peuvent quand même nous écouter, même sur Facebook. Bon, à la radio ce sera plus compliqué, on va passer de temps en temps. Ce sera plus compliqué. Ils peuvent nous écouter, donc ils vont devoir régler un petit peu, mais il paraît que ça se fait. Moi je suis pas un spécialiste de ça, ça se fait. Donc voilà, carton jaune à tous les auditeurs en voiture. Pour les gilets bleus, c'est ça, carton jaune pour les gilets bleus. Carton bleu pour les gilets jaunes. Compris, ouais. Problème de couleur. Jean-Marc Devray, votre carton de cette semaine. Moi, ce sera un carton rouge au Diable Rouge, ça tombe bien. Alors, c'est bien sûr l'équipe nationale de Belgique qui a été balayée hier par l'équipe de Suisse à l'issue d'ailleurs d'une belle rencontre. Alors, tout simplement parce qu'ils ont été à la fois suffisants et je dirais arrogants. Ils prétendent depuis un moment être la meilleure équipe du monde sur la foi d'un classement de la FIFA. On ne sait pas trop comment il est fait. C'est vrai qu'il y a une génération de joueurs exceptionnels, mais une génération de joueurs qui est bien partie pour ne jamais rien gagner au niveau international. C'est vrai que les Belges hier ont un peu éclaté en vol. Ils menaient 2-0 et puis ils se sont inclinés 5 de Tony Giaquinto, votre carton cette semaine. Moi, carton rouge à Didier Deschamps. Non pas parce qu'il a été battu, la France a été battue par les Pays-Bas. Bon, tout entraîneur aimerait perdre un match tous les 20 rencontres. Moi, j'étais 40 ans entraîneur, je sais ce que c'est. Et vous avez perdu quoi ? J'en ai perdu quelques-uns, heureusement. Non, c'est sur la gestion des footballeurs. Alors, lui, c'est vraiment la personne la plus regardée au niveau coaching. Et lorsque je vois que on sélectionne un joueur comme Dembélé, je dis que c'est la porte ouverte à tous les abus au niveau comportemental. Ousmane Dembélé ? Oui. Il joue à la PlayStation, il a le droit jusqu'à 3h30 du matin, et puis après il loupe l'entraînement. Ah, mais c'est quand même un sacré joueur. Ça, je m'en fous. Ah, d'accord. Parce que l'entraîneur de Barcelone, si Piqué, il va voir sa femme Shakira en cancer et qui va se coucher tard, qui vient pour l'entraînement. Suarez, son bébé, il pleure, il peut pas dormir, donc il fait quoi l'entraîneur ? Non. Puis après, comment veux-tu, Christian, après que l'entraîneur de division d'honneur,
de régional, ils puissent gérer ce bah, comportement. Non, ce sont des exemples. Des exemples. Sauf que là-dessus, je suis intransigeant. Deschamps ne pense pas à Giaquinto qui était entraîneur au MAC. Je m'en fous, moi, qui ne pense pas à moi. Mais c'est pas respecter le club de Barcelone. D'accord, il n'a pas pris Rabiot parce que Rabiot, il a dit non, je veux pas. Ok, alors s'il est vraiment hyper rigoureux à 100%, il prend pas le joueur qui déconne dans son club. D'autant qu'offensivement, il y a pas mal de joueurs qui toquent à la porte de l'équipe de France. On est quand même assez fournis. On peut passer de Dembélé qui n'est pas titulaire et qui à chaque fois qu'il rentre, il fait pas des prestations exceptionnelles. C'est pas faux. Voilà. Benoît de Quevauvillers, votre carton. Oui, moi je vais mettre un carton rouge aux supporters lensois qui se sont rendus coupables d'exactions au stade de Valenciennes. Alors, lors du derby, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai discuté avec quelques salariés du club et en interne, on m'a dit que la douloureuse, l'addition finale entre les réparations, l'amende, etc., avoisinerait les 50 000 euros. Et je me dis qu'en pleine période où le club s'apprête à licencier des gens, des salariés, on m'a dit 50 000 euros, c'est 2 salaires à temps complet de 2 salariés pendant un an et que peut-être que le club avait autre chose à faire de ces deniers que de réparer des écarts de conduite de ses supporters. Voilà, de temps en temps, il faut penser un petit peu aux conséquences de ces actes. Et après tout, ce n'est que du football. Et la défaite était chez le voisin valenciennois. On ne pourrait pas les faire payer à eux ? Alors, c'est intéressant ce que dit Tony. Pour faire très court, le club a quand même communiqué en disant que dorénavant, ça veut peut-être dire qu'avant il ne le faisait pas, dorénavant il porterait plainte systématiquement dans le genre de cas de figure et il se constituerait partie civile le cas échéant pour que les auteurs des faits soient poursuivis en justice. Ça, c'est très bien. Mais on va y revenir un peu parce que dans l'économie du sport, et on va parler des supporters, des rapports entre les supporters et puis les dirigeants. Il y a Chris Maxence, en tout cas, sur le Facebook Live de François Nord-Pas-de-Calais qui est d'accord avec vous, Benoît, qui vous dit que c'est bien dit. Vous avez au moins quelqu'un d'accord avec vous. Mon carton cette semaine, ce sera encore un carton rouge, ça va en faire beaucoup autour de la table. J'ai longtemps hésité entre un carton bleu pour saluer la belle performance d'Hugo Lloris dans les cages de l'équipe de France face aux Pays-Bas. Hugo Lloris qui a battu un record de nombre d'arrêts, il en a fait 9 face aux Pays-Bas, même si il a encaissé 2 buts et on a perdu 2-0. Mais voilà, je préférais mettre un carton rouge sur l'ensemble de la défense de la défense française. On a un sérieux problème, je pense, quand même derrière. C'est dommage, c'était un de nos atouts vraiment pendant la Coupe du Monde. Benjamin Pavard, on sait, il joue pas vraiment au même poste qu'en club, mais il est pas au niveau. Varane est assez décevant, pas vraiment en grande forme. Samuel Umtiti nous manque beaucoup depuis pas mal de matchs. Et puis Lucas Hernandez, aussi sur le dernier match, on a vu, je pense que Lucas Digne souffre quand même beaucoup de la comparaison avec Lucas Hernandez. Donc voilà. J'ai moins de compétences que vous, mais à mon avis, ça va pas durer. Ils vont revenir. Ils peuvent pas être au top niveau toujours. Il faut des. Oui, c'est une histoire de cycle, mais là ça fait plusieurs matchs que l'équipe de France défensivement n'est pas au niveau. Jusqu'à 20h, France Bleu Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais présentent Tribune Nord. Christian Palka, Maxime Lictevoet. Alors là, on va commencer avec le premier sujet, la nouvelle économie. Je parle par rapport à la nouvelle, par rapport à l'ancienne, quoi. La nouvelle économie du football. Je voulais faire un truc sur l'ancienne, je le ferai un jour, sur l'ancienne économie du football, et j'aurais invité deux grands spécialistes, Gervais Martel et Jacques Coité, qui eux ils ont connu l'économie du football avant celle-ci. J'ai invité Xavier Tuilot parce que lui, il est en plein dedans. Il a vu l'ascension. Vous étiez déjà avec Claude Puel déjà au LOSC. Oui, bien. Je suis arrivé en janvier 2000. Janvier 2000, Xavier. Alors, d'abord, déjà, merci d'être là. Et donc, jusque 2009, oui, donc vous avez vu toute l'ascension. Mm-hmm. Vous n'avez pas participé au doublé, mais vous aviez travaillé en amont, quoi. Oui, c'est ça. Alors, moi, la première question, et vous allez pouvoir poser des questions à Xavier, et Tony va être très important aussi là-dedans, parce que vous avez connu, alors vous c'est encore avant Gervais et Jacques Coité, c'était quand c'était les mairies qui payaient. Quand c'était les mairies qui payaient, exactement. Exactement. Alors, justement, Xavier Tuilot, déjà, la réclame. La première question que j'ai toujours entendu dire, et notamment quand c'était les mairies qui payaient, j'ai toujours entendu dire n'investissez pas dans le football, personne n'investit dans le football parce qu'il n'y a rien à gagner, que des emmerdes et tout. Et j'étais souvent d'accord avec ça, moi. Je connais tellement de gens qui ont investi dans le football et qui ont tiré un petit peu les cheveux sur la tête. Et puis, depuis 4-5 ans, ça change vraiment. On voit maintenant des traders. Gérard Lopez, c'est un trader. Monsieur Joseph Ouglorian, je le prononce bien, c'est un trader.
Comment vous dites? Ougourlian. Ougourlian. Bon, j'ai plus de problème avec De Vray, mais avec Ougourlian. Bon, Vous mettre à l'Arménien. tous ces gens-là investissent, vous les avez connus. Il y a même des familles qui investissent. Et une famille que vous avez connue, c'est la famille Sédou. Vous avez bien connu, vous avez travaillé avec Michel Sédou. Pourquoi ces gens-là investissent maintenant? C'est pas pour leur amour, uniquement pour leur amour de football. Je pense que, comme le disait Benoît tout à l'heure, il y a eu une époque où, si on remonte encore avant les débuts du LOSC, il faut se rappeler quand même que c'était les brasseurs, C'est vrai. qui payaient, qui avaient des clubs pour animer la cité. Après, dans les années 70-80, ça a basculé avec la globalisation du commerce, ça a basculé vers les collectivités qui ont récupéré en fait ces clubs-là. Et puis à la fin des années 80-90, on est reparti dans un modèle qui correspondait plus aux entreprises, aux entrepreneurs régionaux, selon la taille des clubs, voire entrepreneurs nationaux quand on était dans des grands clubs, voire comme des clubs comme Rennes ou quelqu'un qui est historiquement lié à la Bretagne comme Pinault avait repris le club. Et puis aujourd'hui, effectivement, il y a une accélération avec un phénomène assez nouveau. Entre deux, il y a eu les banques, parce que comme il y a eu beaucoup de faillites, on en connaît quelques-unes dans le coin. Alors là, ils étaient forcés pratiquement, les banques. C'est les banques qui venaient à la demande non officielle des collectivités et des entrepreneurs en détresse qui avaient repris les clubs pour pas que le territoire pâtisse de la mort d'un club, parce que c'est de ça qu'il s'agissait. Donc les banques ont pris le relais à leurs frais, parce que je connais pas de banque qui a gagné de l'argent dans l'affaire. Et depuis quelque temps, on voit arriver effectivement des nouveaux acteurs attirés par des modèles économiques à construire, mais très alléchants, donc avec des hauts niveaux de risque, comme ils peuvent d'ailleurs le gérer dans d'autres secteurs de l'industrie. Et donc je pense, on est en train de passer dans une sorte à la fois de nouvelle aventure, mais aussi de financiarisation du sport et du foot en l'occurrence, parce que je pense pas qu'ils iraient, ces gens-là, dans des sports à faible droit télé où il n'y a pas de trading de joueurs, où il n'y a pas de vente de joueurs. Donc c'est l'accumulation de l'explosion des ventes de joueurs et des plus-values sur joueurs additionnée à l'explosion des droits télé un peu partout sur la planète, qui fait qu'aujourd'hui, des gens qui ont de l'argent à placer, ils disent finalement, dans le foot, ça peut donner un bon rendement. Et donc on a une vision de cette économie du foot qui est liée au rendement. C'est là où ça pose question, parce que le foot, ça reste quand même une activité liée à l'humain, parce que le joueur, l'entraîneur, c'est des humains. Et donc quand on essaye de rentrer ça dans des tableaux Excel avec des rendements linéaires sur 5-7 ans, on peut s'interroger. Ce qui se passe à Monaco notamment, où tout le monde trouvait ça formidable. Là, d'un coup, ça va vraiment bien. Il y a 2 ans, on trouvait ça formidable. Campos, voilà. Non mais moi j'ai tapé tellement sur Luis Campos la saison passée que maintenant je constate que ce qu'il a fait, c'était pas mal. Sauf que Campos a abandonné Monaco. Monaco, ils sont dans le trou. Alors est-ce que c'est parce que Campos n'est plus là? C'est Monaco qui a abandonné Campos plutôt que l'inverse, mais bon, ça c'est un détail. Et puis Monaco n'est pas tombé du jour au lendemain par rapport à M. Campos. Non, Monaco, je pense que là, ils ont pris trop, à mon avis. Ils n'ont pas été professionnels dans leur gestion de joueurs et de capital joueurs. C'est Campos qui s'en occupait, justement. Non, maintenant. Là, ils ont pris des gamins de 16 ans, on en a déjà parlé à l'antenne. Ils prennent des gamins de 16-17 ans. Je sais bien qu'il y a des casinos à Monaco, mais on n'y gagne pas tous les jours, c'est pas possible. Avant de s'écarter. Ça, c'est dangereux. Oui, alors il y a deux éléments. On va en parler après. Il y a l'élément des joueurs qu'on achète très jeunes, enfin qu'on va chercher très jeunes, qu'on forme et qu'on revend avec beaucoup de talent et une grosse plus-value. Mais revenons aux droits télé. Est-ce que les nouveaux investisseurs viennent aussi parce que, comme par hasard, les droits télé, je parle de la France, les droits télé en France vont augmenter nettement. Une garantie derrière ça. Ça fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens-là, quelle que soit d'ailleurs l'activité, que ce soit une fabrique de robinets ou du foot, ils travaillent avec des hypothèses budgétaires, souvent sur des cycles de 5 à 7 ans, et c'est assez simple, parce qu'en fait, pourquoi 5 à 7 ans? Parce qu'il faut qu'en 5 à 7 ans, on multiplie l'investissement par 2. C'est le principe d'un fonds d'investissement. Ah bon, mais ça n'arrive C'est le principe standard.
On peut pas accéder, Si, on peut pas y accéder, si, Christian, ça existe. Et donc c'est le principe standard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ces gens-là cherchent à faire la même chose que ce qu'ils font dans d'autres activités. Et c'est aussi pour ça que ça pose des questions sur l'après, c'est que quand ça ne marche pas, il y a des entreprises de la région non sportive qui peuvent en témoigner. Quand ça ne marche pas, c'est assez simple. Quand c'est une entreprise industrielle, on peut la délocaliser dans un marché soit plus porteur commercialement, ou alors avec des coûts de production moindres, on transporte les machines et puis c'est fait. Dans le foot, c'est plus compliqué. Donc, ça pose quand même la question de la sortie de cet investissement, parce qu'il n'y a aucun fonds au monde qui fait du mécénat et qui reste ad vitam dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Donc, il y aura à un moment la question de la sortie. Après, c'est un phénomène qui est mondial, qui n'est pas limité à la France, au nord de la France ou à la Ligue 1. Ça se passe dans toute l'Europe. Et donc, c'est un phénomène qu'il faut observer, essayer d'analyser, parce que moi, la question que je pose, c'est vraiment celle de l'après. Parce que tous les clubs ne sont pas, je vais prendre le championnat de France de Ligue 1, Ligue 2, tous les clubs ne sont pas régis par ça, quoi. Il y en a pas beaucoup. On voit quand même que dernièrement, des investisseurs se sont penchés sur à peu près toutes les tailles de clubs, c'est pas que des grands. Ah oui, en espérant faire une plus-value. En fait, tout est un rapport d'investissement. Dans un petit club, vous investissez moins, mais si vous arrivez à réaliser votre objectif d'investissement, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous investissez 10 millions, mais que vous avez 20 millions au bout de 5 ans, c'est une bonne affaire quand même. Jean-Marc. Oui, là, je rebondis un peu ce que vient de dire Xavier, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément uniquement sur les gros clubs que vous pouvez avoir des investisseurs. Ce qui me frappe là actuellement dans le football français, c'est qu'on voit maintenant beaucoup d'investisseurs étrangers s'intéresser au club français, y compris à des clubs assez bas, puisqu'on va en parler tout à l'heure de VAFC, il y a des Brésiliens qui sont venus. Non, mais parce qu'il y a les droits télé. Moi, je pense pas que ce soit le problème des droits télé. Ils sont très élevés en Grande-Bretagne. Écoutez, vous n'allez pas m'empêcher de penser, j'ai posé la question, on m'a jamais répondu. Le nouveau propriétaire des droits de la Ligue 1. Mediapro. C'est un Catalan. Un Catalan. Monsieur Ingla, directeur général du LOSC, est un Catalan. Il se dit vraiment un Catalan. J'ai du mal à croire qu'ils ne se connaissent pas. En étant tous les deux dans le football, j'ai du mal à croire qu'ils ne se connaissent pas. À mon avis, quand Gérard Lopez et Marc Ingla, l'année passée, ont eu des turbulences terribles, ils sont restés parce qu'ils savaient ce qui allait se passer. Moi, vous n'allez pas m'enlever de la tête ce truc-là. Allez-y, Benoît. Oui, juste pour dire un petit mot, moi je pense que si les investisseurs étrangers, et là je parle sous le contrôle de Xavier Tuilot, si les investisseurs étrangers viennent beaucoup en France, c'est aussi parce qu'il y a une qualité de la formation. Oui. Il y a des joueurs français partout aujourd'hui dans tous les championnats et la formation française est réputée, elle a été bien bâtie, bien construite, bien pensée et qu'aujourd'hui il y a peut-être moyen de récupérer des centres tout prêts à fonctionner, à alimenter avec des jeunes joueurs et dans quelques années un petit peu comme, pardonnez-moi la comparaison, mais un petit peu comme un centre équestre en Normandie où on a une poulinière et puis on espère qu'il y en a un qui va gagner le prix d'Amérique. C'est un peu ça. À ce niveau-là, Xavier. Et peut-être aussi parce que les clubs français sont moins chers à acheter que les clubs italiens ou que les clubs espagnols et que ceux qui ont racheté le LOSC il y a quelques années, le LOSC était moribond, Monsieur Gras et Monsieur Dayan, ils ont fait l'affaire du siècle. Donc les Brésiliens qui sont à Valenciennes, moi j'y crois pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Brésiliens à Valenciennes, sauf s'ils travaillent chez Toyota. Bon, si tu vas chez les Japonais Toyota. Hein. Oui. Bien sûr, oui, je sais. C'était mon client. Mais tu vas acheter Valenciennes pour 3-4 millions. Oui. Puis se disent, une année, les résultats vont être super. On monte en première div. Ton club est valorisé à 5-6 fois plus. Donc ça vaut le coup de venir acheter en France parce que c'est moins cher que l'Inter de Milan, le Milan AC ou la Juventus ou Manchester. Non, mais c'est ce que disait Xavier tout à l'heure. Tout est question d'investissement. Hein. Vous êtes chez aux commandes du club quand vous avez eu tout gamin Eden Hazard. Oui. Jamais vous avez pensé que. C'est la différence avec. Vous n'avez pas pensé à. Mais si, mais attendez, il faut quand même être aussi honnête, c'est-à-dire que ça fait quand même longtemps que le football est passé à un modèle économique. Oui. Il y a longtemps qu'on n'est plus dans le bénévolat et le mécénat. D'accord. Donc ça, c'était 30 ans, je dirais. Ouais, il y a eu des évolutions successives, des fois par crise, d'ailleurs. J'ai envie de dire, c'est parce qu'avant, et ce sera le mot de la fin, il n'y avait pas de Xavier Tuilot. Non, mais peut-être, mais on pensait déjà à un modèle économique quand on gérait un club de foot il y a 15 ans ou il y a 20 ans.
La différence dans le modèle, c'est qu'à l'époque, quand on avait un Eden Hazard sous la main, on pensait d'abord à le faire jouer pour l'équipe, ce qu'il a fait. C'est ce qui passait, oui. Et a contribué à un titre notamment. Un doublé dans la Coupe Championnat. Voilà. Et ensuite, on pensait à le vendre, parce qu'effectivement, moi j'étais plus là à cette époque-là, mais ça faisait partie du cycle normal. La vraie différence énorme, c'est que la plus-value réalisée, elle servait à être réinvestie dans le club. Oui. Dans le club. D'accord. Alors que maintenant, aujourd'hui, elle rémunère des capitaux. D'accord. Moi, j'ai une toute petite question. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Voilà. J'ai une toute petite question pour Xavier. Comment il explique qu'en 2-3 ans, Michel Sédou a dit un jour à cette antenne, il était temps que je vende parce que le modèle qui se met en place, je me sens dépassé par ce modèle. Gervais Martel, président historique du Racing Club de Lens, a explosé en plein vol. À Valenciennes, Jean-Raymond Legrand y a laissé des plumes, mais avant lui, Francis Ducourrière était bien content de partir. Bref, tous les dirigeants des clubs nordistes se sont carapatés en 2 ans. C'est la bonne question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit arriver ces investisseurs, on se dit, mais quel dommage qu'on n'ait pas réussi dans ces 20 ou 30 dernières années à construire un modèle équilibré qui aurait permis un investissement local, un investissement en ayant la confiance du monde économique local, ce que quasiment plus personne ne réussit à faire, à part quelques exceptions, éventuellement Guingamp, etc. Mais ça reste des exceptions. Mais en fait, le modèle économique du foot est toujours un modèle assez sauvage, c'est-à-dire que c'est une économie hyper libérale, dans laquelle pour moi, je dis souvent, parce que j'ai lu Lucky Luke quand j'étais petit, c'est un peu l'ouest du Pécos, quoi. C'est-à-dire qu'à l'ouest du Pécos, il n'y a pas de loi, quoi. C'est la loi du juge Roy Bean, et puis voilà, quoi. Et donc, le foot, c'est ça. Et cette arrivée d'investisseurs de tous bords, de tout poil et de tout horizon, elle se fait aussi parce que le foot n'a pas réussi à construire un modèle économique stable qui aurait permis de rémunérer ses actionnaires, de bien payer ses joueurs, de bien payer ses salariés, son entraîneur et de faire du spectacle. Et on n'a pas réussi cette boucle-là. Donc aujourd'hui, on est à la merci de gens qui font des montages financiers qu'on a vus dans d'autres sociétés, mais c'est des modèles qui s'apparentent à des reprises de sociétés en faillite. Allez, il est 19h26, vous êtes sur France Bleu Nord. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez poser vos questions sur le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et sur le nôtre aussi. Maxime va vous récupérer les questions. Et il y en a pas mal, notamment sur Valenciennes. On va en parler. Mais tout de suite, déjà dans un petit quart d'heure, c'est la revue du net. C'est avec vous. Maxime, on va parler de quoi ? On va parler notamment d'anciens Lillois. On parlera de Vincent Enyama, de Joe Cole, et puis aussi des internationaux de Lens et de Lille qui étaient avec leur sélection cette semaine. 19h-20h, en direct sur France Bleu Nord et le Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais. Tribune Nord, toute l'actualité foot, Christian Palka, Maxime Lictefoot. Allez, on passe au deuxième thème. Alors, c'est pas tout à fait comme il n'y a pas de match. On va continuer sur l'économie du sport, sur les droits télé, et puis sur la gestion comment j'ai envie de dire, comment on fait marcher une poulinière. J'ai envie de dire ça. Alors, autour de la table, notre invité, Xavier Tuilot, ex-directeur, ex-bras droit de Michel Sédou au LOSC pendant 7-8 ans. Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais, Tony Giacinto, ancien joueur, directeur sportif du LOSC, mais bien avant Xavier Tuilot, Benoît de Quevauvillers, France Bleu Nord et aussi Médiacité, et Maxime Lictevoot, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors le deuxième sujet, c'est les relations. Les relations, on a parlé des joueurs, comment on va les chercher, comment on les forme et tout. Il y a aussi, dans le football d'aujourd'hui, il y a aussi un autre sujet qui commence à prendre un peu d'importance. Avant, les rapports entre les clubs de foot et leur milieu de supporters, même peut-être s'il y en avait moins, ça se passait très bien. On va prendre le cas de Lens. Avant, ça se passait très bien, ça se réglait comme ça. Il y avait les speakers, Rudinski, Dominique Reggiacorte. J'ai souvenir d'un Lens Anderlecht en Coupe d'Europe qui s'était pas très bien passé, mon cher Christian. Maintenant, on a l'impression, moi je me rappelle de Gervais qui avait comment je pourrais dire, je vais pas dire une peur, parce qu'il n'y a pas peur, Gervais, mais il y avait quand même un grand respect, une crainte de ses supporters. Comment dans les clubs, vous qui étiez directeur général, comment vous viviez ça avec des supporters des fois un peu turbulents quand les résultats sont pas là ?
Christian, ça a toujours existé quand même. C'est pas un phénomène nouveau. Pas comme maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus communiqué. C'est toujours pareil, mais moi, quand je suis arrivé en 2000 dans le foot, je n'ai pas du foot. J'ai quand même découvert dans les allées forestières du bois de Boulogne à Lille, des batailles rangées entre supporters, entre CRS et supporters. Enfin, j'avoue que j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Mais à l'époque, c'était pas médiatisé et ça ne fait qu'il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc, non, je pense que le phénomène, il existe toujours. Mais là aussi, le supporter, il s'approprie de lui-même une part du club par l'investissement qu'il y consent, financier, mais aussi en temps, en passion. Et donc, la politique, à l'époque où je dirigeais le club, ça a toujours été d'être franc et direct avec les supporters. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours possible, mais en tout cas, c'était pour moi une des clés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir à quelqu'un dont c'est la passion. Quand on part dans cette voie-là, on finit dans l'excès. Parce qu'on finit par faire des gens qui sont désespérés, et le désespoir, ça mène à beaucoup de bêtises. Donc, autant être direct. Et quand on avait mis un modèle économique en place au LOSC à l'époque, on l'avait expliqué. Par exemple, quand les supporters, vous êtes en train d'expliquer le système économique, bon, les 3 télés, on n'y revient pas, mais aussi la façon dont on cherche à faire de la plus-value avec les joueurs. Quand les supporters, qui sont avant tout amoureux de leur club, mais aussi amoureux de leurs joueurs, quand ils entendent ça, ils doivent se dire, vous prenez le cas d'Hazard. Moi, je me rappelle Savidan, quand Savidan était à Valenciennes, quand Valenciennes l'a laissé partir, ça reluait dans les brancards. Quand Eden Hazard, quand Lille a commencé, vous n'y étiez plus, mais après le titre, quand on a commencé à liquider un petit peu les Moussasso, tout ça, c'est parti. Oui, mais ça relie l'économique. Quand vous commencez dans un club à être obligé de vendre vos meilleurs joueurs pour payer ceux qui restent, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Et donc, le modèle économique de l'époque, ou qui existe aujourd'hui dans d'autres clubs, je pense par exemple à des clubs comme Nice ou des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas une exclusivité sur le modèle à l'époque. Tout le modèle, c'est d'avoir un équilibre entre recrutement et formation, de former des joueurs, de les amener au plus haut niveau, le plus haut possible, pour qu'ils tirent les résultats de l'équipe. Et puis il y a un moment, de toute façon, dans le cycle professionnel d'un joueur de foot, dans son cycle individuel à lui, il y a un moment, s'il est vraiment bon, où il va y avoir une différence entre ses aspirations, gagner la Champions League, gagner l'Europa League, gagner un titre de champion de France, et les moyens du club. Et donc à ce moment-là, il faut se séparer en bonne intelligence. Mais aujourd'hui, le système qui se met en place, c'est qu'on vend les joueurs avant même qu'ils aient joué pour le club. Et là, ça devient un vrai problème. Oui, Lille a commencé avec Thauvin. Thauvin, il y a eu d'autres. Thauvin, c'est un petit peu différent. C'est particulier. Non, mais il y en a eu d'autres. Terrier. Terrier, par exemple. Ouais. Une question de Tony Giacinto. Je crois qu'il y a 2 styles de supporters en fonction des clubs. Cette année, il y a un club emblématique du football français qui a retrouvé la L1, Nîmes. Moi, je suis allé jouer au Stade Jean-Bouin. Il y a longtemps qu'il était. On ne pouvait pas s'échauffer. Emblématique des années 50, Tony. Oui, 45. Il y avait Kader Firoud, l'entraîneur. Oui. Là, c'est encore un club où les supporters y croient à vos clubs, y croient aux joueurs. Oui. Maintenant, ce qu'il faut dire aux supporters, quasiment de tous les clubs, c'est que le joueur qui embrasse le maillot le samedi soir, le lundi, il veut partir. Donc les supporters de plusieurs clubs en France maintenant, il faut qu'ils changent leur manière d'être supporters. Autant on peut être supporter à l'ancienne et avoir confiance au club, comme à Nîmes. Mais ça va durer ce que ça va durer. Si Nîmes se maintient, si Nîmes l'année prochaine passe un cap, et s'il y a des Nîmois qui se font repérer, eh ben, les dirigeants de Nîmes ils sont maintenant dans l'obligation de ce fonctionnement-là. Et pour revenir au changement économique du football, je pense que ça s'est passé dans les années... Moi, j'avais quitté le LOSC en 80. Je suis revenu, après je travaillais à la pub, donc les créations des VIP dans les années 85. Oui, bien sûr. Oui. Là, il y a eu un boom. Mais c'est pas tout rose pour autant. Aujourd'hui, le LOSC, on va parler de ce qu'on voit ou ce qu'on connaît bien, n'a pas de sponsor maillot. Non. Alors que nous sommes dans la région... Il n'a pas de naming non plus. Non, mais le naming, ça, c'est pas grave. Il y a quand même une banque... Attention à un sujet qui pourrait fâcher. Il y a quand même une banque qui a mis de l'argent pour mettre son nom
autour du stade. Et qu'on voit sur l'autoroute, ok. Mais il n'y a pas de sponsor maillot. Nîmes n'a pas de sponsor maillot. Reims n'a pas de sponsor maillot. C'est mon activité professionnelle. Lille, avec toutes les entreprises qu'il y a, il n'y en a pas une qui s'intéresse à une équipe qui est deuxième. Donc ça veut dire que la mariée, elle n'est pas si belle que ça. Heureusement pour les clubs que les droits de TV ont augmenté. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement ce que dit Tony, c'est que ça illustre parfaitement que le cœur de métier du foot, qui était avoir des supporters qui payent leur billet pour venir voir un match et des VIP qui viennent d'entreprises pour servir de relations publiques territoriales autour du club, ce business-là, il est minime maintenant dans le budget. Donc aujourd'hui... c'est les droits télé vendent des joueurs. Aujourd'hui, c'est ça qui fait les droits télé, les ventes de joueurs, c'est ça qui fait le budget d'un club, c'est ça qui fait la richesse d'un club. On peut le déplorer, on peut penser qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Moi, je suis dans ceux qui défendent l'idée qu'on peut faire beaucoup mieux, notamment sur les recettes du territoire, les recettes jour de match. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement minime que les présidents de clubs, les actionnaires de clubs, ça les intéresse plus de bosser ça. Je profite que vous êtes là, Xavier. On parle de Lille, mais il y a aussi Lens et Valenciennes. Vous connaissez bien, vous avez travaillé il n'y a pas encore longtemps à Lens. Vous suivez toujours un petit peu. Je suis tout le monde. Le système économique de Lens a changé là. Nouvelle direction. Comment vous trouvez ça ? Je pense qu'il était nécessaire à Lens de rompre avec. Je parle du modèle économique, surtout pas de son histoire, parce que son histoire sportive, bien entendu, elle est à préserver, elle est magnifique. C'est sans doute c'est la plus belle ambiance. Je dis pas ça parce que j'y ai travaillé, mais franchement, j'ai travaillé aussi à Lille. Mais c'est franchement unique. Oui. J'ai quand même fait beaucoup de stades, c'est franchement unique. Donc ça, faut le préserver. Mais par contre, le modèle économique, je dirais hérité du titre de 98, donc qui était en fonctionnement avant, n'a plus cours aujourd'hui. Gervais, que j'adore, il le sait très bien lui-même. Et je pense que Lens est allé au bout, voire peut-être au-delà du bout, dans ce type de modèle économique. Et il fallait faire un changement. Alors forcément, quand on attend aussi longtemps, le changement est difficile. Vous venez de dire, les ennuis de Lens ont commencé, parce que le système économique a changé, après le titre de 98. C'est pareil pour Lille aussi. Lille a eu des secousses après le titre. Tous les clubs qui ont été champions de France ont eu des problèmes par la suite. Bordeaux, pourquoi ? Parce que les joueurs et le staff Montpellier viennent voir les dirigeants pour demander une augmentation. Et c'était la question que je voulais justement poser à Xavier, c'est qu'est-ce qu'il pense de l'évolution des clubs qui veulent participer à la Champions League, mais d'une manière épisodique. Si tu joues une année la Champions League, les joueurs vont demander un salaire plus important. Et si l'année d'après... Et c'est des rentrées c'est pas gérable pour les clubs. Mais c'est ce qui s'est passé à Lens, à Bordeaux, à Montpellier et à Lille aussi. À Lille, oui. Le problème, je pense qu'on verra moins ça dans le modèle qu'on décrit ce soir. On a encore oui, Benoît. Oui, juste deux petites choses. Je pense que sur l'idée de la Ligue des Champions, parce que c'est vraiment, pardonnez-moi, c'est un piège à con, la Coupe d'Europe. Parce qu'effectivement, il faut. Mais oui, parce que parfois, entre 5e et 2e, d'accord, ça vous rapporte de l'argent, mais ça vous engage dans un processus excessivement compliqué. La Ligue des Champions, ça n'a pas été un cadeau pour pas mal de clubs. Moi, la question que je voulais poser à Xavier, lui qui a connu Lens et Lille, à Lille, il y avait un public qui était très cadré, où Michel Sédou aimait dire j'ai des spectateurs, pas de banderole, on laissait pas trop la parole aux supporters, etc., etc. À Lens, c'était open bar, toutes les banderoles permises. Rappelez-vous un certain match contre Bourg-en-Bresse l'année dernière. Vous êtes plutôt favorable à quel type de relation avec les supporters ? C'est une question pas facile. Pour moi, c'était la question du départ. Alors globalement, ne prenons pas les deux exemples. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'il faut que on est dans la spécificité européenne, c'est qu'il y a pas que des fans autour du terrain. Il y a des gens qui sont au-delà du fan. Il y a des gens qui vivent pour le club. Quand on va en Allemagne ou même maintenant en Angleterre dans les clubs de Première Ligue et dans le modèle nord-américain, c'est encore pire. On a des gens qui supportent leur club, qui sont parfois, ils vont bosser tous les jours aux couleurs de leur club, mais qui sont pas des gens qui ont une exubérance extrême parce que c'est pas leur culture. En France, notamment en France, on a ça. Je pense qu'il faut pas le supprimer parce que ça fait aussi partie du spectacle quelque part. Par contre, il faut le canaliser et pas laisser penser que c'est comme ça que 100% des gens
c'est dans cet état-là que sont 100% des spectateurs. C'est pas vrai. Il y a les discussions que j'avais à l'époque à Lille, parce que Lille, il faut se souvenir qu'en 2000, il y avait un public très dur, hein, à Grésmont-Pré-Joris. Très dur, et pour pas dire plus que dur. Il faut dire que les matchs n'étaient pas terribles non plus. Non, mais il y avait des gens, il y avait une partie de la tribune qui était politisée. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut pas, c'est que ces gens-là, c'est ce que je leur expliquais à l'époque, ces gens-là soient excluants vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir 10% des gens qui supportent de manière exubérante et qui font peur aux 90 autres %. Parce que ça, c'est un problème, par contre. On va revenir là-dessus après Maxime. Ouais, c'était pour dire que dans un quart d'heure, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, notamment des gens qui nous disent que on parle beaucoup de Lille et de Lens, mais pour l'instant on ne reparle pas de la session du club de Valenciennes. On va en parler après, juste après. Dans la troisième partie. On en parlera dans la troisième partie. Dans un quart d'heure, Christian, ce sera le Palc à Pif. Alors, quel match va-t-on pronostiquer cette semaine ? C'est la reprise. On va pronostiquer sur les 3 matchs, les 2 de Ligue 2, c'est-à-dire vendredi, c'est Béziers-Valenciennes va à Béziers. Samedi à 14h45, Lens-Grenoble, vous serez à la manœuvre. Et puis dimanche, Nice-Lille à 17h. Tribune Nord, le tour du net. Allez, on va partir sur le 3e thème, mais le 3e thème, on continue le 2e, quoi. Ah non, c'est vous. Bah oui, la revue du net, Christian. Non, désolé, c'est pas. Oui, vous m'avez oublié, mais c'est pas grave. J'oublie à chaque coup. Pourtant, c'est intéressant parce que on va parler de un peu des Lillois, d'anciens Lillois. Exactement. On commence cette revue du net avec l'international anglais Joe Cole qui raccroche les crampons à 37 ans. 20 ans de carrière quand même pour Joe Cole, qui est passé par 7 clubs différents, dont Chelsea, Liverpool, avec laquelle il a gagné plusieurs titres de champion d'Angleterre. Il a terminé sa carrière un peu plus dans l'anonymat, en 2e division nord-américaine. Mais Joe Cole, on s'en rappelle surtout parce que c'est un ancien du LOSC, arrivé sous forme de prêt. Le dernier jour du mercato à l'été 2011, c'était sous Rudy Garcia. Joe Cole au LOSC, c'est 10 buts en 43 matchs, dont notamment une frappe de 25 mètres qui a laissé pas mal de souvenirs aux supporters lillois. C'était contre Lorient, c'était dans l'ancien stade, au stadium de Villeneuve-d'Ascq. Un professionnel qui a été salué comme impliqué et souriant, qui a été remercié par le club lillois sur Twitter, mais aussi salué par de nombreux supporters. Sur Twitter, toujours, une autre histoire un peu plus surprenante et touchante. C'est Vincent Enyama, l'ancien gardien du LOSC, qui a posté une vidéo mercredi dernier assez incroyable. Je vois Tony, apparemment vous l'avez vu. Il s'est filmé pendant 30 secondes. Et on le voit, il est en survêtement d'entraînement du LOSC, donc son ancien club avec lequel il n'a pas quitté en bon terme. Il s'est filmé pendant 30 secondes et on le voit multiplier les tirs contre une sorte de mur un peu bas, un mur d'entraînement qui est fait exprès pour renvoyer les ballons de manière assez aléatoire. Il est dans un but de jardin. Il est dans son jardin sur un but taille enfant et il multiplie les parades réflexes. Et c'est une vidéo qui a un peu ému les supporters lillois parce que voilà, c'est vrai que Vincent Enyama, on dira qu'il n'est pas parti avec les remerciements peut-être qu'il méritait. On le rappelle qu'il a été mis au placard par Bielsa, ensuite libéré du LOSC l'été dernier. Vincent Enyama avait été finaliste de la Coupe de la Ligue en 2016 et puis c'est quand même plus de 150 matchs, toutes compétitions confondues avec le LOSC, et aussi 101 sélections avec le Nigeria. Dernière information, trêve internationale oblige, on jouait en Afrique cette semaine avec les éliminatoires pour la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'était l'occasion pour certains joueurs nordistes, notamment de Lens et de Lille, de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. On citera notamment l'Algérie avec Mehdi Tarat, le défenseur lensois. Ils se sont qualifiés grâce à une victoire 4-1 face au Togo. À noter qu'un ancien Lillois prêté en Turquie, Yacine Benzia, était également titulaire avec l'Algérie. Enfin, autre nordiste, Nicolas Pepe avec la Côte d'Ivoire, a fait 1-1 contre la Guinée. Un match nul, mais un match nul qui a cependant permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour la prochaine CAN. Hervé Renard aussi, il a gagné 2-0 avec le Maroc. J'avais pensé aux joueurs, mais j'avais pas pensé aux entraîneurs, effectivement. Merci Tony. Qui entraînerait Jusqu'à 20h, France Bleu Nord et France 3 Nord-Pas-de-Calais présentent Tribune Nord. Christian Palka, Maxime Lictevoet, la Coupe de France. Et dire que j'allais passer à côté de la revue du net alors que j'adorais Joe Cole. Il n'a pas joué longtemps. Et surtout, vous surfez à longueur de journée sur Internet, Christian Palka, entre votre Twitter, votre Facebook, votre Snapchat. Vous êtes omniprésent dans les réseaux. Les gens ne faut pas surfer sur l'eau. C'est Tony qui ne le dit, pas moi. Les gens savent très bien que c'est absolument faux.
Voilà, j'ai tout à apprendre sur le net. Il n'est jamais trop tard, Christian. Voilà, non, bon, on verra ça plus tard. Allez, on revient à notre économie du LOSC, du football professionnel. Notamment à Valenciennes. Et on va parler de Valenciennes. Alors, vous n'avez jamais travaillé avec Valenciennes, mais vous connaissez forcément. Vous connaissez tous les Jean-Raymond Legrand, vous connaissez tout le monde. C'est aussi compliqué. Patrick Partouche, je crois que c'est dans la Voix des Sports d'aujourd'hui, il fait encore une offre et visiblement, Edith Zieck, il dit pas non, mais il dit pas oui. Il dit pas oui. C'est un petit peu sa proposition, elle se fait attendre, quoi. Sa réponse. La réponse à la proposition. Oui, parce que dernièrement, il avait dit qu'il n'en faisait pas une affaire d'argent, mais ça traîne en longueur. Donc, quand ça traîne en longueur, c'est que le montant ne correspond pas à ses souhaits. Ouais, moi, j'ai une autre façon de dire ça. Quand quelqu'un commence à dire je réfléchis, ça veut dire non. Parce que quand on veut dire oui, on dit oui rapidement. Benoît. Oui, je vais vous raconter une petite anecdote quand même qui cerne un peu la situation. J'ai couvert Valenciennes-Dunkerque en Coupe de France. Quelle chance. Donc, après le match, c'est un match sympa. Après le match, j'ai demandé à voir Edith Zieck. On le demande à chaque coup. Oui, c'est quand même le personnage clé du moment à Valenciennes. Donc j'ai envoyé un texto. Bien sûr. Il m'a pas répondu, il m'a jamais répondu. J'ai essayé d'appeler, il n'a jamais décroché. J'ai demandé à l'attaché de presse du club, il m'a dit écoute, j'ai fait la demande. J'attends la réponse. Maxence, oui, bien sûr. J'attends la réponse. J'ai demandé à un partenaire du club qui m'a dit tu sais, Edith Zieck, qu'on le voit pas beaucoup en ce moment. J'ai demandé dans les étages, on m'a dit que personne ne l'avait vu. Donc j'ai l'impression que cet homme est complètement disparu des écrans radars. Alors, il assiste au match de son équipe, bien évidemment. Il a cette belle qualification valenciennoise. Mais il est complètement dans une communication fermée à double tour. Les supporters disent qu'il est dans sa tour d'ivoire totalement et qu'il est totalement fermé sur les réseaux sociaux. Et donc, il a confié le bébé à un monsieur qui s'appelle Enguerrand Rochefort, qui dirige la banque d'affaires Rochefort, qui est là pour estimer la valeur du club. Et je pense qu'il attend que monsieur Enguerrand lui disent bon seigneur, voilà la proposition d'un châtelain autre pour venir prendre possession du château. Et là, visiblement, il a dû fixer la barre relativement haute. Ça ne correspond pas à la proposition de Patrick Partouche. Patrick Partouche qui ne comprend pas qu'on lui ait pas répondu. Oui. Ou oui ou non, ou merde, mais quelque chose. Mais le silence complet. Voilà, c'est ça qui est étrange à Valenciennes. Naturellement, je vous pose cette question. Vous n'avez pas pu réfléchir, je vous avais pas prévenu et tout. Qu'est-ce que ça il y a un nouveau stade, il est beau, Ouais. Qu'est-ce que ça vaut? Il y a pas l'équipe à barème. Qu'est-ce que ça vaut un truc comme ça? Un club de foot aujourd'hui, quel qu'il soit, vous le voyez bien avec les transactions récentes à Bordeaux ou ailleurs, on parle de sommes monstrueuses dans les journaux, mais la réalité, c'est que ça vaut rien. Ah bon? Bah non, c'est bien le problème, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le football, notamment français, c'est celui qui nous intéresse, n'ayant pas réussi à construire un modèle économique dans lequel les produits sont au moins égales, voire supérieurs aux charges, comment vous vendez une entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est bien une entreprise dont on parle, qui perd de l'argent tous les ans. Vous le vendez combien? Bah zéro. Ça n'existe pas une vente. Parce qu'on va parler des ventes de joueurs. J'ai réfléchi un petit peu. Ils ont quand même eu Upamecano, ils ont quand même. Mais cet argent-là, il est parti. C'est fini. Il y a 10 ans, ça. Non, il n'y a pas 10 ans. Il y a 5 ans, non, c'est pas vrai. C'était mis sur le. Juste un mot, Xavier a prononcé une phrase tout à fait intéressante tout à l'heure. Il a dit racheter un club de foot, ça équivaut à reprendre une entreprise en faillite. Ah oui. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand les investisseurs arrivent, c'est parce que l'entreprise elle est au bout du bout. Vous n'êtes propriétaire de rien. Oui. Parce que bien souvent dans la... de joueur, quand même. Oui, mais je parle en termes d'actifs, donc de choses tangibles. Vous n'êtes propriétaire de pas grand-chose. Vous avez souvent des contrats d'occupation de stade, des contrats parfois de location des terrains pour le centre de formation. Vous êtes rarement propriétaire. Et quand vous êtes propriétaire, ça vaut pas grand-chose. Et vous avez effectivement un actif, on peut discuter du mot, mais vous avez un actif joueur, un capital joueur. Mais là, capital joueur, on sait tous ce que ça vaut. Ça vaut 10 un jour, 1 le lendemain, 0 le 3e jour, ça revaut 10 le 4e jour. Donc la valorisation d'une entreprise foot est très complexe. Et aujourd'hui, la seule manière de valoriser une entreprise, ça serait de faire des bénéfices, de gagner de l'argent. Or, les clubs, vous l'avez dit tout à l'heure, ne gagnent pas d'argent. Donc à partir de là, ça vaut 0. Dans l'absolu, ça vaut 0. Après, il y a une valeur sentimentale, territoriale, tout ce qu'on veut, mais voilà.
Jean-Marc Devray. Oui, justement, en plus, dans le cas de Valenciennes, quand on apprend en lisant la presse ce matin que le club doit toujours une ardoise de 950 000 euros à traiteur, avec les dettes de justice qui s'accumulent, on se demande quand même sur un petit peu où on est la gestion du club. Donc ça n'incite pas à venir quand même. Pas mal de supporters sur les réseaux sociaux s'interrogent sur la façon et s'ils vont parvenir à passer la DNCG avec succès le 23 novembre. Est-ce que c'est ce genre d'informations qui viennent de sortir dans la presse? Est-ce que c'est pas... C'est sûr que c'est très nocif. À la décharge. Là, cette info. Et là, je vais me faire mal voir par les supporters de Valenciennes. Ils sont en droit. Ils sont en droit de ne pas être contents, mais qu'on ne me dise pas qu'il y a 10 000 personnes qui sont mécontentes de leur club, il n'y a jamais plus que 4 000, 5 000 personnes. Il y a peut-être des supporters qui n'y vont plus. Bien sûr. Parce que justement, ils sont déçus de leur club. Vous ne pouvez pas résumer les gens déçus aux gens dans les tribunes. En tous les cas, on va terminer avec Valenciennes. Valenciennes passe à la DNCG le 23 novembre. C'est quand le 23 ? Il semblerait qu'au club, on essaye de reporter la date. Encore. Semblerait. Ah oui, donc c'est reporté. D'accord. Et donc, voilà, il faut on va attendre. En tout cas, juste un petit mot. En tous les cas, oui. Si le club est rétrogradé à titre conservatoire à la DNCG, ça sera encore plus compliqué pour Edis Diack de le vendre. Hein. Oui. Ouais, mais c'est clair. Au prix qu'il en veut. Vous connaissez un peu Patrick Partouche? Ça a été le sponsor le partenaire maillot du LOS pendant le père, c'était Isidore. Oui, Isidore a été l'actionnaire avec sa financière, sa société d'investissement, et Patrick était le représentant de la société Partouche, et il était donc représentant du partenaire. Donc d'accord. Oui, je le connais. Oui. D'accord. Mais comme plein d'autres. D'accord. On va peut-être vous retrouver dans un circuit quelconque. Je sais pas. Il est fort, Christian, quand même. Hein. Non, mais on a fait le tour. Non, on a encore un peu de temps. On a encore un peu de Coupe de France. Un peu de Coupe de. Oui, mais alors la Coupe de France justement. La Coupe de France, on va vite. D'ailleurs, on va rappeler. On avait fait des paris la semaine passée. On avait fait des paris la semaine passée sur le nombre de clubs nordistes qui allaient se qualifier pour le 8e tour de la Coupe de France. Il y en a 7. 7. Et personne n'avait parié 7. Ouais, vous aviez parié 6. Moi, j'avais parié 8. Benoît était encore plus loin parce qu'il avait parié 9. Je tiens à noter quand même que j'avais dit que Croix battrait le Paris FC, et ça, j'avais été le seul à le dire. Je vais donner la parole. Vous étiez, quand vous étiez entraîneur, faut le souligner. Quand vous étiez entraîneur à FIV et au MAC, vous étiez un spécialiste de la Coupe de France, vous, hein? En tant qu'entraîneur. Ah oui, en tant qu'entraîneur, oui. Vous aimez bien ça. Oui, ça a parfait particulier. Moi, je me rappelle qu'il y avait des vieux supporters de FIV, ils disaient toujours, lorsque FIV joue en Coupe de France, il faut y aller parce que il se passe toujours quelque chose. Effectivement. Et c'est vrai qu'il se passait souvent des... Déjà, le président était emblématique. Emblématique, grosse personnalité. Mais on parlait de Valenciennes, c'est vrai qu'avec 1500 spectateurs pour recevoir Dunkerque... Oui, mais c'est une situation un peu particulière, Benoît, parce que les supporters des deux clubs avaient boycotté le match, appelé à le boycotter à cause de l'horaire qui avait été décalé. Un vendredi à 18h, c'était pas un très bon horaire. Mais je disais ça pour dire justement aux gens d'aller voir les matchs le dimanche. D'aller à Vimy, à Avion, à Saint-Amand, à Saint-Omer, c'est hyper agréable l'ambiance Coupe de France. Ça a perdu de ferveur. Non, c'est pas vrai. Quand je vois que Hasbrook, ils font 1000 personnes, Avion, il y avait combien avant? Tu aurais vu 2500 personnes. C'est vrai que moi j'étais donc au match entre Ouascal et Saint-Quentin. Il y avait 200 spectateurs à tout casser. Alors que le match a été très spectaculaire. Il y a quand même 8 buts. Carrément. C'est dommage. Mais c'était vraiment le public habituel, les familles qui viennent voir leurs joueurs. Voilà. Et la ferveur autour du football amateur baisse d'année en année. Cette émission est bientôt terminée. On va juste rappeler le nom de cette équipe qui se sont qualifiées pour le prochain tour de la Coupe de France rapidement. Alors on a les équipes évidemment Lens, Valenciennes, Boulogne. Trois régionales. Ouais, voilà. Alors je les ai pas par division. Mais en tout cas, on a Avion, on a Croix, on a Saint-Omer, on a Gravelines, et puis ensuite dans les équipes plus connues, professionnelles, on a Lens, Valenciennes et Boulogne, effectivement. Voilà, cette équipe et puis il y a Lille qui rentrera dans la compétition plus tard. Au mois de janvier. Cette émission est bientôt terminée. On va bientôt passer au Palcapif. Xavier. Si c'est indiscret, si ça vous embête, vous êtes assez grand pour botter en touche. On peut, vous savez pas la question que je vais vous poser. On peut vous retrouver. Vous allez retourner dans le football ou pas? Peut-être. On verra les opportunités c'est un petit milieu, donc. Dans tout ce que vous expliquez, des gens comme vous n'êtes pas le seul, hein, mais des gens comme vous, c'est absolument indispensable.
Ah, c'est gentil, mais tout le monde ne le voit pas forcément de cet œil-là. Aujourd'hui, moi, j'ai défendu un modèle qui était un modèle lié à son territoire. C'est peut-être pas celui qui est en cours aujourd'hui. D'accord. Alors maintenant, on va passer au Palcapif. Le Palcapif. Alors, qui commence le Palcapif? C'est moi? Allez-y, Christian, je terminerai. Comme son nom l'indique. Le Palcapif, vous pouvez commencer. Alors, donc, il y a 2 matchs de Ligue 2, et un match de Ligue 1, comme tous les semaines. On a 2 équipes en Ligue 2, une en Ligue 1. Alors, vendredi, Béziers-Valenciennes. Je crois que Valenciennes peut aller faire un match nul à Béziers. Je crois Béziers s'est fait éliminer de la Coupe de la Coupe. Un petit club. Voilà. Donc je pense qu'ils peuvent aller chercher un match nul. Ils ont le vent en poupe un peu là sur le terrain, je parle. Lens-Grenoble. Bah écoutez. Renaissance lensoise ou pas? Ah bah oui, s'il n'y a pas de Renaissance lensoise. Bah évidemment. C'est dommage on n'a pas parlé plus dans le fond de Lens, mais vous reviendrez une fois. Et je parie que vous allez pronostiquer Lille vainqueur, Christian. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite idée là-dessus. Non, je vais faire un match nul aussi à Nice. Ah, voilà. On a connu Christian Palca plus optimiste. Exactement. Non, Nice, il reste sur 4 victoires. J'ai eu mon collègue de Nice cet après-midi. Ouais. Il m'a dit ça va bien en ce moment, donc match nul. Bon. Jean-Marc Devray, vos pronostics? Bah là pour Nice, LOSC, là c'est pareil, je pense que la trêve va peut-être redistribuer les cartes. Alors je ne vais pas trop bouiller, je vais aussi pronostiquer un match nul. Il fait toujours comme moi. Pas toujours, j'ai souvent des meilleurs pronostics. Et donc pour ce qui est de Lens-Grenoble, ça sera un test intéressant entre le 4e et le 5e. Allez, je pense, on va parier quand même sur Lens qui va quand même pas accumuler, j'espère, un 4e résultat négatif. Et pour Béziers-Valenciennes, Valenciennes a été brillant la dernière fois, mais il a du mal à être constant. Le terrain est toujours très très compliqué à Béziers. Hein. Oui, mais il est compliqué pour les deux. Oui, il est compliqué pour les deux, mais ça facilite pas le jeu et donc des buts. Voilà, et notamment le jeu quand même plutôt offensif de Valenciennes. C'est pour ça que je vois plutôt une défaite de Valenciennes à Béziers. On va demander le pronostic. Il comptera pas dans le classement général parce qu'on fait un classement général. Vous savez, un occasionnel de l'étape. Ouais, c'est gentil. Non, je pense que Lille va gagner à Nice parce que Nice a besoin de gagner et qu'ils vont faire le jeu et donc Lille va gagner encore. Va gagner. D'accord. À Béziers-Valenciennes, je souhaite que Valenciennes gagne parce que par principe, je souhaite que les clubs de la région gagnent. Et Lens, j'espère qu'ils vont gagner parce que j'espère aussi qu'ils vont monter à la fin de la saison. C'est important. Lens doit gagner. Moi, je dis Lens doit gagner. Tony Giaquinto, vos pronostics? Béziers va gagner contre Valenciennes. Ok. 1-0. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. On a pas mal. Béziers va gagner sur les réseaux sociaux aussi. On a pas mal de supporters qui sont assez pessimistes pour Valenciennes à Béziers. Lens va gagner 2-0 et Lille ne gagnera pas à Nice. 2-1 pour Nice. Ok. Donc 2 défaites pour les clubs du Nord. Benoît, vos pronostics? Moi, je vois une victoire de Valenciennes à Béziers parce que je trouve que les Valenciennes ont été tellement séduisants dans le derby et je trouve que Roudet et Robaille. Vous êtes tombé amoureux de Valenciennes, vous? Moi, j'ai toujours bien aimé. Moi, j'aime tous les clubs du Nord. Mais moi aussi. À part Péranchy, mais sinon, j'aime tous les clubs du Nord parce que c'est votre club. Il y a que François Launay qui était. Donc, je vois Valenciennes gagner à Béziers. Je vois la triplette Roudet. Lens faire match nul à domicile contre Grenoble. Et je vois, j'hésite entre un match nul entre Nice et Lille et une victoire de Nice, parce que je pense que Nice est une équipe à domicile assez redoutable. Il va falloir choisir. Amstramgram, je vais dire, qu'est-ce qui a été le moins donné? On a plutôt donné, c'est égal, c'est très égal. Allez, je donne un résultat nul entre Nice et Lille. D'accord. Bon, et puis pour moi, ce sera de l'optimisme avec 3 victoires nordistes. Voilà, je vais faire comme Xavier. Mini Christian est parmi nous. Vu que Christian était très pessimiste. Allez, vous allez finir en Christian Palca, vous faites attention. Messieurs, cette émission est terminée. Merci Jean-Marc Devray, France 3 Nord-Pas-de-Calais. Merci Xavier Tuilot d'être venu. Je sais que c'était pas facile, voilà, parce que vous êtes quelqu'un de très demandé. Et puis quand vous parlez, c'est important. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Tony Giaquinto, vous êtes un habitué vous maintenant. Merci Benoît, je ne parle pas de vous. Et merci Maxime Lichtenvoet.